Bonjour à tous, c'est parti pour un premier chapitre d'histoire de terminale, les impacts de la crise de 1929, déséquilibres économiques et sociaux. Les nations européennes sortent affaiblies de la Première Guerre mondiale. Ce sont les États-Unis qui deviennent alors le moteur de l'économie mondiale. Ils sont les créanciers des États européens et ils concentrent les échanges mondiaux et la production industrielle. Là-bas, les années 20 voient l'émergence d'une société de consommation de masse. Ce sont les Roaring Twenties. Cependant, ce modèle est fragile. Le 24 octobre 1929, les cours de la bourse de New York s'effondrent brutalement. C'est le début d'une crise qui s'étend rapidement au monde entier avec des conséquences sociales très graves. Comment la crise de 1929 bouleverse-t-elle les sociétés aux États-Unis et dans le monde? Grand 1, une crise qui naît aux États-Unis. A, le tournant de 1929. Les Roaring Twenties sont une période de croissance et d'insouciance de l'Amérique des années 1920. C'est une période de prospérité avec un taux de croissance de 4,2% par an, une forte augmentation du PNB de 78 à 104 milliards de dollars et une hausse de la productivité grâce au progrès technique. La hausse de la productivité est permise grâce aux progrès techniques comme le taylorisme et l'organisation scientifique du travail, dont la Ford T est le symbole. C'est aussi l'apparition d'une société nouvelle avec le développement de l'urbanisation et l'étalement urbain avec l'émergence des banlieues, les mutations des centres avec la construction des gratte-ciel. C'est aussi le développement de la consommation de masse, de la publicité, de l'émancipation des femmes, les flippers, les garçons en France, et la libération des mœurs, même si, comme le dit l'historien André Caspi, le home est toujours le fondement de la société. Les Roaring Twenties sont aussi l'ère du jazz, du blues, du swing et les débuts de l'industrie cinématographique d'Hollywood. Ces années sont aussi celles du rejet de l'autre et de la modernité, avec la peur des rouges, les tensions raciales et xénophobes. L'affaire Sacco et Vanzetti, par exemple, ce sont les anarchistes italiens condamnés à mort pour un double meurtre à Boston. Ils ne seront réhabilités qu'en 1977. C'est aussi une période d'essor du Ku Klux Klan. Ces années sont aussi celles de la prohibition mise en place par le 18e amendement en 1919 et des gangsters comme le célèbre Al Capone, maître de la rue de Chicago, entre les années 1920 et 1930. Pendant cette période prospère, une partie de plus en plus importante de la population investit en bourse, avec l'idée de faire des profits rapides. Les premiers signes de ralentissement de l'économie apparaissent pourtant dès 1928. Les ventes baissent, les stocks s'accumulent et les revenus agricoles ralentissent. Le crédit devient à l'époque la règle. Les Américains empruntent pour acheter des actions et le cours des actions en bourse continue d'augmenter. Le système se retourne brutalement le 24 octobre 1929 lorsqu'un mouvement de panique pousse les investisseurs à vendre toutes leurs actions, dont les cours s'effondrent. La bulle spéculative éclate. La valeur des actions était supérieure à la valeur réelle de l'entreprise. Les actionnaires, qui avaient souvent acheté à crédit, commencent à vendre. En une journée, l'indice boursier perd 22% de sa valeur et 90% entre son niveau le plus haut de 1929 et le plus bas de 1932. La crise financière devient bancaire, avec près de 5000 banques américaines qui font faillite. La crise devient aussi économique, car les entreprises n'ont plus de fonds. La production industrielle s'effondre, entraînant des licenciements massifs et donc une crise sociale. La consommation s'effondre et les prix agricoles chutent également. Les agriculteurs ne peuvent dès lors plus rembourser leurs emprunts. C'est la déflation, la diminution profonde des prix qui entraîne une diminution de la consommation et donc de l'activité économique. La réponse protectionniste des États-Unis qui cherche à protéger le marché intérieur avec le Hawley-Smoot Tariff Act de 1930, fragilise les exportations des États-Unis et accélère la crise. Aujourd'hui, les économistes proposent plusieurs interprétations de cette crise. La théorie des cycles, du russe Nikolai Kondratiev et de l'autrichien Joseph Schumpeter, la présente souvent comme une crise de lecture. Le retournement de 1930 serait la fin d'un cycle d'innovation ouvert dans les années 1890. À la suite de John Maynard Keynes, certains économistes explique la crise par les déséquilibres entre l'offre et la demande. En effet, dans les années 20, les salaires stagnaient et la consommation augmentait moins vite que l'offre, créant ainsi une surproduction. Plus récemment, d'autres économistes, comme Milton Friedman ou Robert Lucas, insistent sur le rôle des politiques fiscales et monétaires. C'est la création monétaire peu contrôlée qui aurait produit une bulle inflationniste. L'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix qui résulte d'un excédent de capitaux ou de billets de banque en service et qui peut provoquer une perte de valeur de la monnaie. B. La Grande Dépression. La naissance du chômage de masse est la conséquence la plus visible de la crise économique de 1929. Alors qu'il ne touchait environ que 3% de la population active en 1929, 1 million, le chômage atteint plus de 25% en 1933, avec environ 12,6 millions de chômeurs.
Cette période est surnommée la Grande Dépression. À ces chiffres, il faut ajouter le chômage partiel et la baisse de revenus qui touche des millions d'Américains. L'absence de protection sociale aggrave les conditions de vie de la population. De nombreux agriculteurs sont expulsés de leurs fermes car ils ne peuvent rembourser leurs crédits, alors que dans les villes, on assiste au développement de bidonvilles. Face à l'effondrement des prix agricoles, les stocks de nourriture sont détruits comme le lait, alors que de millions d'Américains ne mangent pas à leur faim. Cette paupérisation profonde de la société est une remise en cause brutale du modèle de développement américain. C'est dans ce contexte que Franklin Delano Roosevelt, le candidat démocrate, accède à la présidence des États-Unis en mars 1933. C'est le New Deal ou la naissance de l'État-providence. Élu gouverneur démocrate de New York en 1928, Franklin Delano Roosevelt se présente aux élections de 1932 contre le président Hoover, à qui il reproche son incapacité à sortir de la crise. Largement élu, il propose une voie originale, une politique isolationniste basée sur du protectionnisme et une politique de relance avec une intervention forte de l'État dans l'économie. C'est le New Deal. Il s'agit d'un ensemble de mesures qui donnent à l'État fédéral un rôle économique central, par un fort soutien à l'agriculture, un encadrement des banques, des syndicats puissants dans l'industrie pour mieux défendre les travailleurs. Cette intervention directe de l'État est une rupture majeure dans la politique économique américaine. Le New Deal cherche également à venir en aide aux personnes les plus fragiles. Un fonds d'urgence est chargé de venir en aide aux plus pauvres en 1933. Le Social Security Act crée un système d'assurance chômage et de retraite en 1935. Par ailleurs, la politique de grands travaux, avec la construction de barrages hydroélectriques, de routes, de voies ferrées, menée concerne 60% du budget fédéral de l'État jusqu'en 1935. L'objectif de cette politique est la baisse du chômage et la protection de la population. C'est l'État-providence, un système dans lequel le rôle de l'État est de protéger les populations contre les risques de la vie, maladies, accidents, chômage, vieillesse. Le principal objectif du New Deal, qui est la disparition du chômage de masse, n'est pas atteint. En 1939, il y a encore près de 9 millions de chômeurs aux États-Unis qui ne retrouveront le plein emploi qu'avec la Seconde Guerre mondiale et la production d'armes. Mais le programme de Roosevelt permet de moderniser le pays et de jeter les bases de l'État-providence qui servira de modèle à de nombreux pays. Les crises amènent ainsi à repenser le capitalisme, le libre-échange et le rôle de l'État. John Maynard Keynes théorise le nouveau rapport entre le libéralisme et le rôle de l'État dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie en 1936. Il est l'influenceur du New Deal. Pour Keynes, on doit relancer la consommation pour relancer la production, revaloriser les salaires, aider les chômeurs et attirer les investisseurs, donc accepter une politique de déficit. Grand 2, une crise qui devient mondiale. A, une économie mondiale à l'arrêt. Les États-Unis rapatrient dès 1929 leurs capitaux investis en Europe et en Amérique du Sud. Ils propagent la crise. Le Royaume-Uni fait de même. Une crise financière grave touche ainsi d'abord l'Allemagne et l'Autriche. Les banques font faillite et la défiance gagne tout le continent européen. Le Royaume-Uni, première puissance économique et coloniale, dévalue sa monnaie, c'est-à-dire en diminue sa valeur. Il crée une crise financière internationale qui aboutit à des dévaluations monétaires en cascade du dollar, du franc. Chaque pays apporte une réponse nationale et personnelle à une crise pourtant mondiale. Chacun choisit des mesures protectionnistes. La conférence de Londres de 1933 est un échec. Le Royaume-Uni se tourne vers son empire. Les États-Unis refusent de maintenir les crédits aux pays producteurs. Ainsi, on assiste à une contraction spectaculaire du commerce mondial. L'Europe entière se trouve touchée par la crise, même si certains pays, comme la France, semblent moins gravement et moins rapidement impactés. Avec la généralisation des politiques protectionnistes et la contraction du commerce mondial, la crise se diffuse en Amérique latine, dont l'économie est largement tournée vers l'exportation de produits agricoles en Amérique du Nord et en Europe. L'Asie et l'Afrique, en partie colonisées, sont aussi fortement touchées par la crise financière. B. Des conséquences sociales et politiques. L'ensemble des pays industrialisés est touché par un chômage de masse. Le chômage touche près de 15% de la population en Allemagne et plus de 20% au Royaume-Uni en 1932. Partout, des millions de chômeurs manifestent pour avoir un emploi et de quoi se nourrir. Ce sont les marches de la faim. Elles touchent les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les populations protestent contre les difficultés et la misère. Des grèves se multiplient comme en France en 1936. En Amérique latine, le chômage difficilement estimable est aussi très important et entraîne une forte misère. Dans le monde, la crise aboutit à une remise en cause de l'ordre politique. Certaines démocraties surmontent les antagonismes, mais aucune n'échappe à la montée du populisme, ces mouvements démagogiques qui prétendent défendre les intérêts du peuple. En Allemagne, la population se tourne vers les partis extrémistes, et en particulier le NSDAP d'Hitler, qui apporte des réponses simplistes.
En Amérique latine, des coups d'État se multiplient et aboutissent à des dictatures populistes, comme au Brésil, en Argentine, au Mexique ou en Équateur. En France, les tensions politiques ont pour conséquence l'affirmation des ligues d'extrême droite, qui montrent leur puissance et leur rejet de la démocratie le 6 février 1934. Cette situation pousse les communistes et les forces de gauche à s'unir dans une alliance politique, le Front populaire. Cette alliance remporte les élections législatives de 1936 et suscite un immense espoir pour les ouvriers. C'est des réponses différenciées à la crise. Après l'éclatement du système monétaire international, plusieurs États se lancent dans une politique de relance de la demande. Que ce soit la demande civile, États-Unis, France, ou militaire, Allemagne, Japon, Italie. En Allemagne, Hitler met en place un programme basé sur l'autarcie, c'est-à-dire sur la capacité d'assurer ses propres besoins et d'isoler son économie. Il met en place une politique de grands travaux avec la création d'autoroutes, mais c'est surtout la politique de réarmement et les annexions d'États voisins qui permettent à l'Allemagne de faire baisser le chômage et de relancer son économie. En France, après la victoire du Front populaire, un grand mouvement de grève et d'occupation d'usines se met en place au printemps 1936. Les syndicats espèrent avoir le soutien du gouvernement face au patronat. Le président du Conseil du Front populaire, le socialiste Léon Blum, pousse les représentants des syndicats et du patronat à signer les accords de Matignon les 7 et 8 juin 1936. Il s'agit d'un ensemble de mesures sociales, une augmentation des salaires de 15% pour les plus faibles et de 7% pour les autres, et la réaffirmation des droits syndicaux. Dans la foulée, le gouvernement Blum vote la mise en place de 2 semaines de congés payés et la réduction du temps de travail à 40 heures hebdomadaires. Pour la première fois, des familles ouvrières partent en vacances en vélo pour faire du camping ou en bénéficiant d'un billet de chemin de fer 40% famille. Le gouvernement Blum veut réduire les effets de la crise et relancer la consommation du pays. Il s'agit d'une politique de relance inspirée de Keynes. La crise de 1929 est donc une crise boursière qui se transforme en crise économique dans le pays qui est alors la locomotive économique mondiale. Face aux conséquences sociales très graves, le New Deal de Roosevelt cherche à mettre en place un interventionnisme étatique plus fort et pose les bases de l'État-providence. Cette crise se diffuse rapidement à l'Europe et à l'Amérique latine, provoquant une misère sociale sur laquelle le populisme a prospéré. Si la France, avec le Front populaire, ne bascule pas dans un régime autoritaire, de nombreux pays voient les populations fragilisées par la crise et se tourner vers des dictatures comme au Brésil ou en Allemagne. Ce premier chapitre est terminé, nous nous retrouverons bientôt pour expliquer l'impact des régimes totalitaires dans la géopolitique européenne. Merci et à bientôt en classe.